Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, à mon micro, la Team Explorers, qui est composée de Renaud Pourpre. Bonjour Renaud. Bonjour. Terence Saulnier. Bonjour Terence. Hello tout le monde. Et Youen L'Herbe. Bonjour Youen. Hello. Alors merci à vous trois d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente parce que vous avez plein de choses à raconter. Vous faites un travail super original. Vous faites vraiment des trucs cool et en plus vous avez plein d'actu en ce moment. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez commencer un petit peu par m'expliquer ce que fait cette Team Explorers ? C'est simple. On s'est dit que si on était plusieurs pour parler de science, on pouvait faire des choses encore plus intéressantes, intrigantes, exploratoires. Et du coup, on s'est dit, on se met ensemble, on réunit nos compétences, on fait de la musique, on touche les émotions, on met des belles images. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée d'être ensemble, comme un collectif, quoi, pour partager les sciences. Vous êtes un peu les to be free de la com scientifique. Ouah, c'est la meilleure comparaison qu'on nous ait donnée. Je suis désolée. C'est la seule qui m'est venue à l'esprit. Quarantenaire quand tu nous tiens. Et donc, vous êtes plutôt spécialisé dans quoi, du coup ? Dans l'idée, je pense que le collectif pourrait s'apparenter à une sorte de boîte de production audiovisuelle de communication scientifique, étant donné qu'on se porte surtout sur des supports médiatiques et audiovisuels. Dans l'idée, on produit des expositions qui vont inclure de la projection, on va produire des événements qui incluent projection et diffusion de son. Donc, boîte de production, c'est pas malvenu, mais c'est pas juste de la prestation. On crée du média, c'est avant tout quand même de la vulgarisation, quoi. Vous vulgarisez les sciences à travers, en gros, des expos, des documentaires. C'est plutôt des trucs visuels et un peu sensoriels parce que vous avez un côté musique également. Exactement. Et ça nous intéresse beaucoup de continuer vers le sensoriel, surtout en présentiel avec les gens. Parce qu'on est convaincu que si on exerce et on fait surtout nos vidéos de base sur YouTube, tout ce qu'on produit, on essaie ensuite de l'exporter avec des formats un peu différents et innovants avec les publics pour qu'on puisse les embarquer dans une vraie expérience. Tu vois, nous, on aime bien dire, plus que de regarder la science, on aime bien que les gens ils la vivent avec nous. Et du coup, comme on a de la musique, on a des belles images et on essaie vraiment d'injecter de l'émotion dedans avec les narrations, ça donne un peu le résultat qu'on a en présentiel. Et ce qui fait que nous, ça nous motive encore plus à produire des projets derrière, toujours plus innovants, avec des nouvelles formules, des nouvelles narrations, ce genre de choses, quoi. Et du coup, vous êtes trois, il y a un peu une division du travail, entre guillemets, je dirais. Vous parlez de musique. Donc, Youen, c'est toi qui es chargé de la musique ? C'est moi qui écris... Toi, t'es plutôt musique et images, d'ailleurs. Hein. C'est ça, en fait. Généralement, on se divise le travail avec une question d'écriture de scénario et de narration qui va venir de Terence et Renaud, et ils vont aussi vraiment incorporer la partie scientifique. En fait, la narration scientifique vient d'eux parce qu'ils ont à la fois une partie de l'expertise de par leur passé, mais ça on reviendra plus tard dessus. Exactement. Et d'une autre part, justement la manière de créer de la médiation, de la vulgarisation et une passation horizontale autour de tout ça. Donc ça, c'est plutôt leur côté. Le mien, c'est plutôt l'aspect effectivement technique, le support audiovisuel, comment on met ça en place. Alors, c'est pas forcément le cas dans tous les projets. Par exemple, sur Cell Worlds, j'ai pas autant la main mise en termes montage et audiovisuel que sur les autres projets, mais on a toujours réussi à s'équilibrer justement selon les besoins techniques et puis même selon effectivement nos passés séparément les uns des autres. Terence et Renaud ont pu côtoyer des logiciels permettant de faire de la recoloration, de la meilleure prise de vue d'images, de microscopie. Évidemment, moi, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, par exemple, on se divise le travail aussi selon ces contextes, ces environnements professionnels qu'on a eu avant aussi. Alors, on en parle beaucoup. On va garder les projets. Vous allez tout nous décrire après. Mais je pense que là, comme on parle des contextes pro, des parcours, etc., on va commencer par ça. Quel est votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous mettre tous les trois pour faire tous les projets dont on va parler ? Donc, il y a Cell Worlds, mais il y en a un autre qui va arriver bientôt aussi. Tout bientôt. Alors, il y a 3 parcours différents. Allez, Terence. Je suis un immense passionné de neurosciences, de comment fonctionne le cerveau. Et donc, moi, j'ai commencé par ça, en fait. J'ai fait tout un parcours. J'ai eu la chance de faire même un master
on était au cœur d'un centre de neurosciences, c'était celui de Grenoble, donc moi j'étais juste dans ma passion. Donc du coup j'arrive avec un parcours qui n'est pas du tout audiovisuel, dans la communication, quoi que ce soit. Mais en étant dans cette logique de neurosciences, on s'intéresse beaucoup à comment fonctionnent les émotions, et du coup, très rapidement, on se dit comment aussi les partager, comment partager ce qu'on voit. Donc même si j'ai tout un parcours à côté autodidacte pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, moi mon gros bagage, c'est celui de la recherche, et j'ai touché du doigt ce rêve de faire un peu de paillasse, puis maintenant de continuer à juste partager les sciences. Donc toi, tu étais ingénieur de recherche, c'est ça ? Oui, je l'ai pas précisé, mais j'ai été ingénieur de recherche. J'étais dans une équipe à l'Institut Curie et on travaillait sur des neurones qui provenaient de véritables patients, des patientes qui avaient des vrais problèmes, donc il y avait quelque chose de très concret et qui, moi, m'animait beaucoup dans les recherches. Ok, et donc tu es passé de ça à Explorer. Donc vous allez nous expliquer comment vous êtes rencontrés et comment ça s'est passé, mais passons les parcours. Donc Renaud, c'est ça, il me semblait que tu passais le ballon à Renaud. Ouais, je crois que c'est assez logique parce que Terence et moi, on a pas mal de points communs dans notre parcours. Ouais. Malgré les points communs dans le parcours, on s'est pas rencontrés grâce au travail. Donc, je viens aussi du milieu de la recherche. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai un doctorat en microbiologie et épigénétique. Donc, voilà, on commence déjà à le jargon. Ouais, toi, t'aimes le petit, en gros, quoi. Tu t'es toujours... Ouais, c'est ça. Et en vrai, Terence, avec ce qu'il faisait en neurosciences, il y avait du petit aussi. Et donc, moi, ce parcours-là, il faisait que j'étais enfermé dans une salle de microscopie quasiment H24, à regarder les images de microscopie, à les contempler, à les mettre dans des disques durs et dont 90% ne sortaient jamais de ces disques durs-là. T'étais enfermé, c'était pas une prison, du coup? Non, c'est pas une prison. Mais par contre, je vivais des émotions. Dans le noir. Des choses incroyables qui ressortaient pas de cette pièce de 2 mètres carrés. C'est vrai que c'est super frustrant, en fait, parce qu'il y a des images de fou. Il y en a même des fois, c'est moche, c'est raté, c'est des expériences ratées, mais c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je me suis pris de passion pour la communication scientifique. On va en reparler avec une de tes questions, je crois, un peu plus tard, avec un événement particulier. Mais ça a fait que, en fait, ça faisait depuis le master que je pratiquais un peu des événements et un peu de la vulga, en autodidacte également. Et je suis arrivé à un point de rupture où, à la fin de mon doctorat, donc une certaine étape de ma carrière en recherche, j'ai fait le choix de l'arrêter pour passer de l'autre côté, sur la seconde passion qui m'animait, qui était et si j'arrêtais de raconter des histoires à mes pairs scientifiques, mais est-ce que je pourrais pas les raconter à ce public-là qui ne côtoie pas ces histoires-là? Ouais, au lieu de raconter des histoires à tes pairs scientifiques, c'est raconter leurs histoires à eux, en fait. Oui, c'est ça. Et surtout d'une autre manière, parce que du coup, raconter des histoires au cercle scientifique et raconter des histoires à un public, c'est pas du tout la même chose. On n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes codes culturels, les codes musicaux, ce genre de choses. Donc il fallait vraiment changer complètement de manière de transmettre les sciences. Et ça, c'était un défi ultra intéressant que j'avais commencé à aborder pendant mes recherches, pour justement effacer cette frustration de me sentir un peu seul avec mon histoire, et qui au final s'est avéré être ultra utile comme moteur pour en faire une vraie carrière, quoi. Et Yoann, toi? Je suis l'outsider. C'est bien. Je dirais, dans le sens où le bagage le plus ancien scientifique avant de travailler avec les gars que j'avais, c'était mon bac. Donc ça commence à remonter. Non, moi j'ai vraiment pas du milieu de la science. J'ai eu un affect pour la physique et la chimie quand j'étais plus jeune, mais donc là tu travailles sur de la bio, tout va bien. Et donc là tu travailles sur de la bio, tout va bien. C'est ça. Mais ouais, en fait c'est assez marrant parce que ce que je voyais en physique et en chimie, particulièrement en physique et dans ce qui est tout le système d'ondes, qu'il soit spectral lumineux ou spectral auditif, il y avait quand même quelque chose que je trouvais beau à l'époque là-dedans, mais je pense que je me le disais juste à moi-même. Et ma vie de musicien a commencé, ma carrière de musicien a commencé plutôt jeune, vu que je pense que les premières formations pour lesquelles j'ai vraiment fait des concerts, etc., j'étais clairement pas majeur. Et ça s'est vite emballé avec un projet qui a plus tourné que les autres, avec du festival, avec de la tournée à 100 dates, 100 à 120 dates l'année, quoi. Ah ouais, donc j'ai vraiment été embarqué là-dedans.
C'était un rêve de gosse, donc j'étais trop content. Hein. J'ai toujours un peu voulu faire ça. Je pense comme beaucoup de jeunes musiciens de musique actuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que ce rêve de gosse ne matchait pas forcément non plus avec toute ma philosophie de vie, avec mon mental, avec ce genre de choses, et qu'il fallait que je revienne à quelque chose de plus sain pour moi-même, avec moins de déplacements, avec moins de voilà. Donc je suis rentré à Paris, je me suis mis à faire de la composition de musique à l'image pour de la série, pour du cinéma et pour du théâtre. Et c'est via le théâtre qu'on a réussi à trouver à un moment un passage commun avec Terence en l'occurrence. C'est moi. Ouais. Voilà. C'est via une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Lisa Bretzner, qui est une dramaturge de science-fiction que je recommande vraiment pour le coup, qui m'avait demandé à l'époque du coup de faire la bande originale de sa pièce Synthèse, que Terence a vue et qu'on a pris contact un jour grâce à tout ça, quoi. Et donc là, ça a commencé vous deux, vous êtes rencontrés? En fait, non. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Terence, mais Terence avait déjà rencontré et bossé avec Renaud juste avant. Flashback. D'accord, c'était ça, j'allais dire, donc ok, ah ouais, je croyais que c'était, ok, donc en fait, c'était Terence et Renaud, après Terence et Yuen. Terence et Renaud, qu'est-ce qui s'était passé? Moi, je crois que la première fois qu'on s'est vus, je crois que je faisais un live Twitch dans le sous-sol d'un bar à Paris. Ouais, ça te ressemble bien. Et voir le live, et je crois que c'est la première fois qu'on a croisé regard. D'accord. Wow. Et confirme pas. Wow. Je confirme, et en fait, je pense qu'on pourrait résumer à on avait une sorte de début de carrière dans la recherche, mais du coup, on avait cette envie tous les deux, de manière parallèle, de sortir pour rencontrer des gens. Et comme il y a plein d'événements où les gens se rencontrent, sur Paris notamment, c'était l'événementiel scientifique, un peu underground, on va dire, qui nous a permis de se rencontrer, quoi. Donc ça, c'est aussi cool, quoi. Et ça veut dire beaucoup sur cette envie de sortir des laboratoires. Complètement. Et du coup, quand est-ce que vous êtes regroupés tous les trois pour lancer quelque chose? C'est très simple. Une fois qu'on avait un projet avec Renaud sur... peut-être qu'on va discuter après, qui est Cell Worlds. Ouais, on va parler de Cell Worlds. Ça serait bien de faire quelque chose avec des images de microscopie. Sur Twitter, il y en a plein, etc. Ouais. Et on s'est dit, ça serait cool d'avoir de la musique par-dessus. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Faut te dire, on avait retrouvé pour l'inauguration du projet, on a retrouvé les SMS qu'on s'était envoyés. Et en 2 SMS, le concept de Cell Worlds était posé. Ah ouais. Et du coup, il y avait dès lors la musique dedans. Donc, il fallait qu'on trouve un UN, quoi. Et donc, c'est là que vous avez pensé à UN? Ouais, en fait, Terence et moi, on a été mis en contact par une tiers, du coup. Et à la base, c'était pas sur des questions de musique, mais on a fait un premier call ensemble en se disant, ouais, c'est cool, on peut faire des choses. Moi, je voulais me mettre notamment beaucoup plus à la réalisation audiovisuelle. Et en fait, 2 messages plus tard, il m'a envoyé un message en disant au fait, j'ai checké un peu ton site internet. Ça te dit de faire ce que tu fais avec moins de guitare électrique ultra saturée et avec des orchestres à la place. Ça pour faire en sorte que les gens ils aient des émotions en voyant des cellules. Et en fait, je crois que j'ai mal répondu, c'est ça qui est un peu la blague. Je lui ai répondu un truc genre, ah ouais, tu veux montrer que les cellules ont des émotions? En fait, il a bien aimé la réponse, donc il m'a dit ouais, c'est ça. Voilà. Et donc c'est de là que vous avez qu'on s'est réunis. Que vous avez lancé Cell Worlds. Donc peut-être qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est Cell Worlds. Est-ce qu'on pourrait avoir un poème japonais en 3 lignes qui pourrait expliquer ce qu'est Cell Worlds? Un haïku de Cell Worlds. Un haïku, c'est un poème en 3 vers composé de très peu de syllabes. Et donc, c'est ces contraintes-là qui font que ça devient un exercice d'écriture intéressant pour de la communication scientifique en plus. Parce que tu peux pas t'étaler. Donc, tu es obligé de résumer le concept en 3 petites phrases. Si j'essaie de retrouver le mien, je crois que ça doit être quelque chose du style émerveillé pour sensibiliser, célébrer le vivant, et je sais plus quel était le troisième. C'est pour ça, je pense qu'il y avait des belles propositions. Et plonger dans le microscopique, je crois. En tout cas, c'est un projet qui vise vraiment à se dire qu'il y a un monde parallèle qui existe, qui est ce monde microscopique, qui nous paraît à la fois parallèle, mais qui pourtant est tellement à l'intérieur de nous-mêmes, voire qui nous définit, puisqu'on parle de nos neurones, des microbiotes qui interagissent avec nos neurones, etc. Et donc, du coup, les petites bactéries qu'on a dans... Nous, on veut utiliser d'autres codes, notamment les codes des documentaires animaliers ou des spectacles immersifs, pour plonger dans ces mondes-là. Je les ai retrouvés, les 3 qu'on a, mais globalement, ils se ressemblent énormément, et la difficulté de haïku, c'est de respecter les codes de chaque vers avec un nombre de syllabes. Donc bon, on a clairement pas respecté les règles. Hein. Vas-y.
Je vais prendre le tien, Renaud, qui est Voyage de sens et d'émotions. On plonge dans le microscopique à la rencontre de notre biodiversité cachée. Voilà. Bien. D'ailleurs, tu as mis voilà à la fin. Et donc en 2 mots, Cellworlds, à la base, il y a 2 choses. Vous me dites si je me trompe, mais il y a eu une expo immersive à Bordeaux, où là, vous aviez des images de microscopie qui étaient projetées dans le cube. Donc en gros, c'est une espèce de pièce carrée avec le sol qui réfléchit, le sol brillant, on voit les images. Et en gros, il y avait la musique de Yuan et des images de microscopie qui dansaient. C'est ça. Et vous avez aussi lancé le documentaire. Donc ça, on peut le voir sur YouTube. Exact. Ouais, absolument. Avec la musique, des voix qui expliquent ce qu'on voit, en fait, une narration, et toujours ces images de microscopie. Donc, bien sûr, je vais mettre les liens pour que vous puissiez suivre. Mais en gros, Cellworlds, c'est ça, c'est montrer des cellules, montrer des images microscopiques. Donc, il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Pour résumer très simple, ça pourrait presque être un haïku. Il y a 3 piliers à Cellworlds derrière le projet, qui du coup multifacette. L'idée, c'est d'utiliser une vulgarisation poétique. Donc, on vulgarise d'une manière avec une narration plus poussée pour que ça soit un peu enivrant, quoi, un peu assez onirique. Ouais, c'est ça. L'écriture est vraiment romancée à certains moments, sans être fictionnelle. On reste dans un documentaire, mais c'est romancé, c'est plus lyrique. Le deuxième pilier, c'est les images des chercheurs et des chercheuses de microscopie qui donnent le c'est visuel. des images de microscopie de recherche. Ouais, ça vient des microscopes et de plein de différents types de microscopie. C'est ça la force de la diversité pour montrer la biodiversité justement microscopique. Ouais. Et le troisième pilier, c'est une musique qui fait appel, du coup, c'est le langage un peu universel, quoi, celui qui fait appel à l'émotion et qui pousse du coup les 2 premiers piliers encore plus en avant, parce que du coup, en faisant cet aller-retour entre la narration, les images et la musique, on peut livrer et penser un documentaire qui va sur YouTube, une exposition dans laquelle on s'immerge et on change un peu de monde dans lequel on vit pendant 10 minutes, et maintenant des événements qu'on propose autour de ça, justement, pour continuer le voyage, quoi. C'est ciné-concert, en gros, c'est ça? C'est des événements où on voit les images et vous avez, il y a Yuan qui joue en même temps en live. C'est ça, ouais. Même on a poussé le vice plus loin. On voulait faire quelque chose qui soit plus qu'un ciné-concert. On voulait avoir aussi les narrateurs éventuellement en live pour y apporter quelque chose d'encore plus humain quand le documentaire. C'est pas juste, on diffuse pas juste un documentaire comme si on allait simplement au cinéma. On veut que ça soit vivant, on veut que ça soit interactif. On veut que les gens puissent en débattre, en discuter avec les scientifiques et les narrateurs après. Donc on a créé un peu ce concept de ciné-expérience qu'on emmène maintenant. Ça fait 1 an qu'on l'emmène depuis les Utopiales 2022. On l'emmène en Suisse, à l'EPFL. On l'a emmené dans d'autres événements de culture scientifique. Et maintenant, même, on pousse la porte potentielle de lieux qui sont moins du côté scientifique et plus du côté culture, petit à petit. Et là, notamment, vous êtes pour Cellworlds à Silbersatz, non, en Allemagne? Exactement. Alors, je sais pas, Terence peut-être en parlera le mieux. Toujours cette idée d'avoir un projet qu'on essaye de tirer toutes les ficelles, tu vois, d'un projet. On s'est dit comment on peut valoriser au maximum ce qu'on fait. Et du coup, on continue en fait à faire ça. On continue à créer des documentaires, des expositions, au-delà des 2 premiers qu'on a cités, pour avoir un projet qui soit vraiment très cosmopolite, qui continue à vivre, où les scientifiques continuent à s'en emparer pour diffuser leurs images. Et donc, du coup, là, on est arrivé, en effet, à Halle, en Allemagne. Et on est avec des nouveaux scientifiques qui nous ont donné des nouvelles images. Du coup, on a des nouvelles dynamiques qu'on peut montrer aux gens, des nouvelles, tout simplement, images, quoi, et continuer à émerveiller les gens. Et on trouve ça très, très intéressant. Et du coup, c'est pour un peu finir sur ce point-là, ça nous permet surtout de toujours revenir à rencontrer le public en vrai à un moment donné dans nos projets, pour se dire que ce qu'on fait, ça commence sur Internet, certes, ça commence dans les bars aussi, en effet, mais à un moment donné, on rencontre vraiment les gens avec qui on interagit, et ça nous donne beaucoup de force aussi. Oui, ça rebooste à chaque fois, en fait. Parce que faire des trucs de loin, du contenu internet, ça peut être un peu frustrant parce que voilà, on rencontre jamais les gens, on n'interagit pas. Moi, je me souviens qu'un truc que j'avais adoré à votre inauguration Cellworlds, c'était d'être avec les scientifiques qui découvraient leurs images dans le cube à Bordeaux et ils étaient super émus en fait. Et c'était vraiment cool parce qu'ils ont donné des images, ils savaient pas trop comment ça allait rendre et en fait, ils les voyaient projetés en énorme, ils voyaient ça et je me souviens que notamment j'étais avec Noémie Paillon et Arthur Michaud qui étaient super émus de voir ça en grand et tout et c'était vraiment cool ils se sont dit j'ai envoyé mes cellules, je savais pas trop ce qui allait se passer. Puis là je les vois, ça fait partie d'une expo, c'est vraiment hyper beau. C'est toujours agréable en fait d'être avec les gens et de voir ce qui se passe et de voir comment les gens reçoivent le fruit de ton travail aussi. Hein.
Clairement. Ah bah, Alors c'est vraiment marrant que t'aies même dit cette anecdote de l'inauguration, parce que on a un souvenir assez fantastique, juste effectivement, de la première diffusion de l'expo, avec une première salle de scientifiques qui était avec nous, qui avait participé, notamment dans l'équipe, il y avait Jean-Léon Maître qui était là et qui s'est retourné à un moment. Il a juste vu ces images et il s'est retourné vers nous. Il nous a fait juste un grand sourire. Et en vrai, c'était une vague d'émotions, même très forte pour nous. On en est sorti les larmes aux yeux. Ouais. C'était assez fou. C'est fascinant de voir justement ces gens qui travaillent un peu dans l'ombre de certains bâtiments que le grand public approche pas tellement, ils n'ont pas l'habitude de voir médiatiser. Et là, c'est projeté sur 8 mètres de haut, 16 mètres de large avec un seul miroir dans l'un des plus gros centres nationaux de projection cinématographique et culturelle, quoi. Ça, c'est sûr que c'était un grand moment de pouvoir partager ça, ce moment presque intime à ce moment-là, cette liaison pure entre les scientifiques et nous, via les images, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, déjà, rien que pour moi, je l'ai ressenti alors que c'était pas mon projet. Donc, je me dis, quand c'est votre projet, ça doit vraiment être dingo. Ouais. Cell Worlds 2 est sorti il y a très peu de temps. Je mettrai le lien en description pour que les gens puissent aller voir. Donc, le 2, il est un peu plus tourné sur les anomalies, c'est ça, hein? Le 2 est produit dans un contexte un peu différent. Ce sont les mêmes intentions. Premier, avec Terence, on a capitalisé sur les gens qui nous émerveillaient sur Twitter. C'est comme ça qu'on les a trouvés, les scientifiques qui ont construit l'univers, le multiverse, c'est le World du premier documentaire, on les a trouvés sur Twitter. Là, c'est directement un échange du coup avec Anaïs Leroux de l'Université de Poitiers, qui sont venus nous voir en disant on veut faire la même chose avec nos chercheurs. Donc la démarche a été un peu différente, puisqu'il a fallu qu'on se tourne par rapport à l'écosystème de Poitiers. Et donc quand on a pareil déroulé un peu le fil des laboratoires, ce qui est paru assez évident, c'est que on allait traiter de sujets qui tournaient autour des pathologies. Okay. Et donc on a eu un énorme travail qui était très différent de Cell Worlds 1 pour justement tirer un fil rouge pour relier toutes ces équipes qui sont aussi très diverses et les faire graviter autour d'un thème principal qui a été au final les anomalies cellulaires du coup. Ok, bah, je vais mettre le lien pour que tout le monde puisse aller découvrir ça. Alors moi j'ai une petite question pour vous trois. Quelle a été votre première expérience en médiation ou en vulgarisation? Et je vais commencer par Yuen en fait. Ah bah ça va être très rapide. Ma première expérience, c'est Cell Worlds. C'est le fait d'avoir fait l'expo avec les gars. Donc vraiment, moi ça commence à ce moment-là. Avant ça, j'étais simplement compositeur de musique, quoi, dans mon coin. Simplement, ce qui est déjà énorme. Terence? Bah moi, ça a été de prendre ma caméra, d'aller dans les montagnes grenobloises. Ouais. Je sais plus, peut-être en 2017, tu vois. Et commencer une vidéo sur les technologies en général, parce que j'en avais envie et que j'avais fini les cours. Et que je me suis dit, bah YouTube, ça a l'air marrant. D'accord, voilà. Tu as posté ça sur YouTube. Et après, il y a une chaîne YouTube et on connaît la suite. D'accord. Et c'est la même chaîne d'ailleurs, aujourd'hui, on peut la retrouver cette vidéo? Alors la vidéo, elle est en privé, attention. Wow. C'est la même chaîne, ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Je vais mettre bien sûr le lien de votre chaîne. De toute façon, c'est le lien de tous les documentaires dont on va parler. Et Renaud? Alors moi, c'était à peu près en 2015 et c'est un festival qui est pas du tout connu, qui s'appelle Pint of Science. Je sais pas si vous connaissez. Je connais. Voilà. Qui m'a fait sortir de mon labo. Je t'ai fait sortir de ton labo, mais t'avais rien fait avant? Non, j'ai beau creuser le plus. Ma première vidéo avec laquelle j'ai parlé de science, elle vient juste après. D'accord. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Donc, ok, Pint of Science, Cell Worlds et des vidéos, dont une qu'on ne retrouvera pas, Terence, sur YouTube. Et justement, j'aimerais vous demander, c'est quoi votre truc préféré dans votre boulot? Parce que vous devez faire plein de choses. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui vous fait kiffer plus que le reste? Pour moi, le plus inspirant, c'est clairement de travailler avec des gens qu'on connaît et qui sont au-delà de ça, des gens qui sont nos amis dans la vraie vie. Ouais. Parce que du coup, ça casse énormément de barrières, de hiérarchie notamment. Juste, on fonce, on se fait plaisir. Et je crois qu'en mettant ça comme au premier plan, bah derrière, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles et juste on a envie de faire les trucs, quoi. Et c'est très inspirant. Merci Terence. Yuen? Ouais, moi je dirais que c'est expérimenter avec le matériel, la technique, ce genre de choses. En fait, les médiations, c'est tellement un terrain infini, on a tellement de choses à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent à la manière de fonctionner, une manière de fonctionner d'un système. Et justement, pour casser, pour faire du transsupport de ce genre, vraiment pour casser ces codes-là,
il faut expérimenter, creuser, chercher de nouvelles lumières, de nouveaux trucs, de nouvelles conceptions. Et moi, j'adore faire ça. Alors, ça se fait beaucoup en équipe, du coup, quand même. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est un des trucs les plus stimulants et qu'on retrouve en empreinte jusqu'à un résultat final, donc qui est le plus agréable à faire. Ouais, et on va parler juste après d'un truc que vous avez justement lancé. Alors, on a le truc préféré de Terence, qui est travailler avec des potes, et d'Yuen de tester des choses dans le projet dont on va parler là, qui sort dans pas longtemps. Et Renaud, c'est quoi, toi, ton truc préféré? C'est difficile parce qu'il y a plein de choses qu'on kiffe. Mais je crois que ce qui a permis aussi Cell Worlds, moi, c'est de voir ces sourires et ces curiosités démarrer comme ça chez des gens qui s'intéressaient pas à ces sujets, de près ou de loin. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est le moment où on voit qu'en face, il y a des gens qui raisonnent, peu importe leur niveau, et qui sont en mode je veux en savoir plus à l'échelle que je veux. Et quand on sent que, en fait, juste derrière, il y a un impact et que ça va derrière, c'est juste le plus gros kiff de la partie du taf, quoi. C'est-à-dire qu'on a, au-delà d'avoir du sens, on a un impact, qu'il soit plus ou moins grand, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et là, j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on a parlé de Cell Worlds, mais je l'ai teasé il y a 2 secondes, vous avez un projet qui sort là dans quelques jours. Racontez-nous ce que c'est. Alors, en 2 mots, c'est le mélange entre l'urbex et la neuroscience. En un peu plus de mots, c'est explorer des lieux abandonnés pour explorer comment fonctionne notre cerveau. En encore plus de mots, c'est inviter des vulgarisateurs qui n'ont jamais exploré des lieux en état d'abandon ou qui n'ont pas l'habitude de faire ça, pour les mettre face à des circonstances où leur cerveau va utiliser des biais cognitifs, des heuristiques, des relais, et du coup, c'est débunker, démystifier qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, à travers des séquences du coup de face cam, un peu comme on peut trouver sur YouTube classiquement, mais au moins on peut le voir en vrai, avec un spectateur qui peut du coup se coller aux émotions de l'invité qui est en train de vivre l'expérience. Et ça s'appelle Méandre. Ça sort le 8 novembre. C'est 4 épisodes qui vont sortir sur YouTube, sur votre chaîne. Celles et ceux qui ont eu de la chance d'être aux Utopiales, vous aurez peut-être vu les épisodes en avant-première. Sinon, ça commence le 8 novembre. Vous avez 4 invités, dont moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'expérience. C'était vraiment un truc de fou. Voilà, pour en parler 2 secondes, mais en gros, ouais, on visite des endroits qu'on ne connaît absolument pas, parfois de nuit, parfois de jour, et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, d'être un petit rat de laboratoire. En gros, la première journée, vous m'avez demandé d'essayer de retrouver un endroit en partant de là où j'étais. En gros, vous m'avez pointé un endroit, vous m'avez dit essaye d'aller jusque là-haut, d'un endroit où j'étais. J'ai essayé de retrouver des repères, etc. Et il y a eu un plot twist à la fin d'ailleurs. Et le lendemain, j'étais lâchée dans un endroit que je n'avais jamais vu de ma vie de l'intérieur. Et du coup, c'était exploration de tout ça et essayer de comprendre. Et vous, pendant ce temps, vous filmez et vous expliquez ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, j'ai vraiment hâte. Moi non plus, hein, j'ai pas vu les épisodes. Donc, j'ai vraiment super hâte de voir ça. Donc, ça sort le 8 novembre. Le premier sort le 8 novembre. Il y a aussi Léa Bello, Marie Trébert et Sébastien Carassou, qui ont été aussi vos petits rats de laboratoire. Hein. Rat d'exploration. Donc, chaque épisode a un thème. Chaque épisode a un endroit qu'on ne connaissait pas en avance. Donc, chaque personne a un ou plusieurs. Hein, d'ailleurs, il y en a qui ont eu de la chance qu'on ait eu plusieurs. Et il y a 4 thèmes. Vous pouvez nous les dire? Ouais, du coup, on a la mémoire. Enfin, on va même donner le nom des épisodes entiers. Ce sera plus simple. Donc, il y a le cerveau face à la mémoire. Ouais. Le cerveau face à la peur du noir. Ouais. Le cerveau face à l'inconnu. Et enfin, le cerveau face aux croyances. Très bien. Et donc, on va retrouver tout ça à partir du 8 novembre sur votre chaîne. Vous faites des trucs super innovants. Vous faites des trucs vraiment très, très cool et originaux. Est-ce que vous avez un truc que vous avez envie de tester pour la suite? Je suis sûre que oui. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est surtout ça la question. Je pense qu'on peut faire des shots très rapides chacun. Là, on vient de parler d'un mélange entre urbex et neurosciences. Moi, il y a un grand rêve, c'est de faire de la musique dans un lieu d'urbex et de filmer tout ça dans une session. Et peut-être que c'est quelque chose qui va arriver plus tôt qu'on ne le croit. Oh, ok. Donc, il va falloir suivre tout ça. Renaud, Terence? Alors moi, mon rêve, il a commencé à être amorcé lors d'un festival qu'on a fondé. Alors pas que nous, on a fondé ça avec deux autres talentueuses vulgarisatrices qui sont Chloé Daudier et Dounia Saez.
Et donc c'est un festival qui s'appelle Double Science, où on a littéralement décidé de créer un festival où on teste des formats innovants de vulgarisation dans un lieu qui est dénué d'identité scientifique et qui est un lieu très culturel et ouvert, qu'on appelle un tiers-lieu du coup. Et ça, c'était à Paris en juin dernier, au Grand Contrôle. On a fait 3 jours de fête pour vraiment partager les sciences différemment. Et donc, cette amorce de rêve, c'était de voir du coup musique et sciences s'entremêler sur scène avec des gens qui se mettent à vraiment bouger, danser et vivre une science et être curieux d'en savoir plus après avoir bougé leurs fesses sur le dance floor. Et donc, du coup, ça, c'est l'amorce du rêve que moi, je pensais inatteignable quand j'étais petit et qui est maintenant en train de changer, qui est que d'adapter, du coup, de la science avec un orchestre dans des lieux grandioses, du coup. Ok. C'est du teasing, mais on est sur des rails de quelque chose, on n'en dira peut-être pas plus, avec Cell Worlds. Ok, très bien, donc il va falloir suivre. Et Terence ? Alors moi, je savais qu'est-ce qu'allaient dire mes 2 comparses, donc je vais juste prendre un 3e rêve, mais qui est vraiment un rêve très personnel. C'est que, pour moi, un peu l'objet final à étudier en neurosciences, c'est le cerveau des cétacés, parce que c'est le plus complexe et l'un des plus incroyables. Et j'adorerais faire une vidéo de vulgarisation où juste on essaye de parler avec des cétacés. Je sais pas de quelle manière, tu vois, mais c'est un peu un rêve que j'ai depuis très longtemps. La preuve, j'ai pas mal de tatouages qu'on pourra pas voir parce qu'on est sur un podcast, mais qui recense ce rêve-là. Et voilà, j'espère qu'un jour ça va pouvoir se faire. Tu sais déjà qu'il y a eu un album de musique qui a été fait avec des sons de baleines, hein. Mais il y a plein de choses qui me fascinent, hein. Il y a plein d'artistes qui ont tenté des choses musicalement, visuellement, etc. Et ça m'inspire beaucoup. Alors, on arrive vers la fin de ce podcast. Moi, ce que j'aimerais, c'est un conseil. Vous avez 3 parcours différents et j'aimerais bien que vous donniez 3 conseils. Donc, comme vous êtes 3, ça tombe bien, ça va faire un chacun. À celles et ceux qui voudraient se lancer, qui se disent, j'ai envie aussi, moi, de communiquer la science, de faire des formats cool. Voilà, qu'est-ce que vous leur diriez ? Avec les gars, on se rend compte que on a souvent des choses qui convergent beaucoup, hein. Parce qu'on discute beaucoup autour de ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on teste autant de formats innovants, parce qu'on en parle beaucoup, on essaie de se challenger. Il y a une notion, je pense qu'on parle pas assez, et qu'il sera peut-être l'occasion de parler ici. On voit souvent l'apprentissage et la création de projets avec ce qu'on appelle des mentors, donc des gens qui ont une expérience plus avancée que nous, avec 50 ans de carrière derrière eux. C'est des gens qu'on a côtoyés aussi, hein. Mais là, je pense qu'il y a un truc qui à la racine de ce que nous, on mène là comme projet. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait parce que j'avais toujours un peu le flip de me lancer tout seul. C'est un peu la notion de co-mentoring. C'est de créer et de se tirer vers le haut et d'apprendre avec des gens qui sont en train d'apprendre avec toi. Et donc là, cette synergie qu'on a là dans Explorers, c'est un peu la concrétisation de tout ça, je pense. C'est trouver des gens qui vous complètent, trouver des gens avec qui vous avez des visions communes, mais des voix et des talents complémentaires. Et ensemble, en fait, vous allez juste vous tirer vers le haut dans cette direction commune, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du co-mentoring, ça c'est pas trop en français. C'est le fait de se permettre d'apprendre les uns les autres alors qu'on est à un même niveau de carrière et de se tirer vers le haut ensemble comme un groupe, quoi. Une vraie synergie. Ok. Ouais. Terence, toi ? Pour moi, un truc qui est vraiment trop intéressant à suivre et à garder comme leitmotiv, c'est de déconstruire tous les codes qu'on utilise, de vraiment casser les codes. Il y a tellement de choses autres que juste la vulgarisation classique, des conférences classiques, etc. On peut s'inspirer, si on aime bien YouTube, on va sur YouTube. Si on aime bien la musique, on peut parler de science sur de la musique. Si on aime bien l'urbex, on peut aller dans des lieux abandonnés et faire de la science à l'intérieur. Enfin voilà, il faut juste s'inspirer, sortir de tous ces formats un peu classiques qui, on sait, intéressent de moins en moins le grand public parce que les réseaux sociaux ont des codes un peu spéciaux, nouveaux. Voilà. Donc si on veut intéresser, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et je pense vraiment que ça va nous permettre d'aller chercher, parce que c'est un peu ça le plus important, des nouveaux publics qui sont des publics non initiés, qui sont là pour d'autres choses, la culture, le cinéma, le théâtre, je sais pas, et qu'on peut avoir peut-être parce qu'ils vont aller voir ces choses-là et ils vont dire au final il y avait de la science dedans. Et du coup au final la science c'est pas si inintéressant, quoi. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors la pression sur Yoann, le dernier, De ouf. dernier conseil. Je pense que les gars ont très bien résumé globalement moi ce qui a bâti mon intérêt, mon univers
de parfaits amateurs au sens aimant la science mais n'en vivant pas, n'étant pas de ce milieu-là. Et ce qui a complété l'arsenal de mon côté, c'est, même si c'est très récent, donc mais c'est très bien que ce soit très récent, je pense que c'est encore plus intéressant d'en parler. La question de la légitimité, hein, on en parlera beaucoup, le syndrome de l'imposteur, etc. Dans les milieux de communication scientifique. Par exemple, Marie, qui était avec nous dans un épisode de Méandre, on a parlé plusieurs fois en conférence. Marie Trébert, absolument, de la boîte à curiosité. On a parlé même en conférence. Voilà, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous pour des raisons diverses. Hein. Moi, je pense qu'elle venait vraiment du fait que je travaille avec des personnes qui soit sont des scientifiques, soit sont des PhD, soit sont des ingénieurs de recherche. En tout cas, ils ont un bagage, ils ont quelque chose qui les lie intimement à ce domaine scientifique, et pas moi. Et le fait de faire tomber un jour cette barrière de la légitimité, de se dire mais si, je suis complètement légitime de vulgariser, de parler de ces choses-là, ça se fait énormément par la question de curiosité, parce que évidemment, j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter sur la science en soi, mais ma curiosité m'a amené à juste rechercher, comprendre, pousser le truc plus loin, et même du coup créer autour de tout ça. Et en fait, à partir du moment où on est curieux et qu'on se lance dans les choses, qu'on essaye, la question de la légitimité, elle disparaît complètement, parce qu'on est légitime toujours de parler de quelque chose pour lequel on est curieux. En tout cas, on est légitime d'en débattre et d'en discuter avec les autres et de partager autour de tout ça. Dans le sens inverse, effectivement, si on n'est pas curieux et qu'on veut juste sortir des choses et partager, c'est sûr que ça marchera pas. Dans ce sens-là, il faut avant tout quand même créer une relation de choses mystérieuses à révéler, personnellement. Ok, très bien. En tout cas, merci à vous trois. Vous savez que même après 10 ans de com scientifique et un PhD, 8 ans de postdoc, le syndrome de l'imposteur, il est là. Hein, donc, oui, bien sûr. Je pense qu'on se lance en indépendant, c'est toujours un peu compliqué. C'est bon signe. Ah oui, on essaye toujours de faire mieux. Au final, moi, je trouve qu'il pousse à faire mieux, que des fois, il pourrait un peu tes-journées, mais que la plupart du temps, il pousse à faire des trucs bien, et voilà. Et puis, clairement, il côtoie pas que les personnes qui ne sont pas du milieu et cherchent à le vulgariser. Il côtoie les scientifiques, il côtoie les chercheurs qui se disent, en fait, non, ma place, elle est pas à être derrière un podcast, derrière une caméra, derrière une exposition. Et ils se disent, ma place, elle est potentiellement à faire de la recherche, à être à la paillasse, à ce genre de choses, etc. Et qui osent pas. Alors que, en vérité, la place de toute personne qui est curieuse et qui veut le partager, elle est à l'endroit où elle veut être. Tout à fait. C'est très beau. J'aime beaucoup terminer comme ça. Une petite récap, si vous n'avez pas encore vu, vous avez Cell Worlds 1 sur la chaîne YouTube, Cell Worlds 2 à découvrir également. Et surtout, à partir du 8 novembre, donc si vous êtes en train d'écouter ce podcast après le 8 novembre, allez vite sur la chaîne YouTube des Explorers. Donc c'est Explorers FR, hein, c'est ça ? C'est ça. Pour y découvrir Méandre, qui est en 4 épisodes. Donc gros teasing, il y aura un épisode par semaine, c'est ça ? Exactement, à partir du 8 novembre, tous les mercredis. Et voilà, donc vous pourrez découvrir tout ça. Si vous avez de la chance d'écouter ce podcast quand Méandre est complètement sorti, vous pourrez binge-watcher les 4 épisodes, et sinon, va falloir attendre d'en avoir un par semaine. Il y a aussi Double Science, c'est du 7 au 9 juin 2024. Bravo. Exact. Donc voilà, vous pouvez suivre également ces réseaux sociaux-là. Et puis, suivez-les. Je mettrai tous les liens qu'il faut pour tout découvrir de toute façon. Les suivre, allez leur poser vos questions si vous en avez. Et voilà. Merci beaucoup Renaud, Yoann et Terence. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Ciao. Ciao.